la plupart des organisations et des entreprises savent ce qu'ils font, ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme produit, comme service? Je suis courtier hypothécaire, j'aide les gens à trouver une hypothèque, mettons. Comment ils le font? La plupart le savent, j'espère. Très peu, toutefois, savent pourquoi ils le font. Et les gens n'achètent pas ce que tu fais, autant qu'ils vont acheter pourquoi tu le fais. On vit dans une époque qui est très bruyante. Et trop souvent, les entrepreneurs de tout genre ne vont faire que du bruit par-dessus du bruit. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Seroujane Kenishalingam, votre ami. Un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'amène quelqu'un de différent. Habituellement, j'amène des courtiers hypothécaires et des courtiers immobiliers. Et aujourd'hui, ce n'est pas un courtier, c'est un coach de communication et de leadership. Quelqu'un que je connais, j'ai pris des coachings avec lui car je voulais améliorer ma façon de parler avec vous, avec mes clients, avec tout le monde. J'adore le fait de passer le message à toute une audience et je voulais m'améliorer. Et je me suis dit, si je veux m'améliorer, je dois aller chercher des formations. Et j'ai trouvé Raymond sur le net. Et je trouvais qu'il était super intéressant. Il a l'expérience. Vraiment, ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'il est dans ce monde de coaching, de communication et de leadership. Il a gagné des compétitions de public speaking, de l'art oratoire. Alors, sans plus tarder, je présente Raymond Brisebois. Merci Raymond. Raymond, juste pour vous dire, là, il a pris 1 heure pour venir ici. Il n'est même pas de Québec. Enfin, j'ai pu sortir. Exact. Donc, merci beaucoup Raymond pour être là avec nous. Je pense que tu vas vraiment apprendre, inspirer et peut-être questionner un peu les clients. Clients. Vous n'êtes pas des clients. Mon audience sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur façon de parler. Parce que je pense que communiquer, c'est un art. Et si tu maîtrises bien, the sky is the limit. Oui. Donc, Raymond, comment vas-tu? Très bien. Bien, merci, Seroujane. Toujours un plaisir et un privilège, de te voir en personne. 2, de pouvoir sortir de la maison. Et 3, d'avoir cette occasion-là de pouvoir partager ma passion avec les gens. Ça me fait plus que plaisir. Merci à toi, encore une fois. Alors, Raymond, pour les gens qui ne te connaissent pas, ma fameuse question, qui est Raymond Brisebois? Raymond Brisebois, c'est un passionné de la vie des êtres humains, passionné de bon vin aussi. J'ai appris qu'avec le temps, on sait que le vin s'améliore avec l'âge et je me suis aperçu que je m'améliorais avec le vin. OK. Passionné de communication, leadership, parce que le leadership, dans le fond, et la communication, c'est intrinsèquement lié. Et je dis souvent que le leadership serait une notion très simple si ce n'était pas des gens. Enlève les êtres humains, le leadership, c'est facile. Ce qui arrive, c'est que je tripe beaucoup entrepreneuriat depuis plus longtemps même que j'en étais conscient. Même quand j'étais employé, je tripais déjà entrepreneuriat sans le savoir. Et qui dit entrepreneuriat, qui dit même immobilier, qui est ton monde, qui est un monde que je suis un peu dedans aussi, ben ça implique des êtres humains, ça implique de la communication. Puis je m'intéresse à ce domaine-là depuis au moins 20-25 ans facilement. Je tripe coaching depuis longtemps. J'ai été coach de hockey au niveau élite pendant une dizaine d'années. Ça fait 10-15 ans de ça, là, mais pendant une bonne partie de ma vie adulte, j'étais coach de hockey au niveau élite des 16, 17 et 18 ans. Passionné aussi d'aider les gens, de faire une différence. Alors, j'étais dans le monde de la vente et service à la clientèle toute ma vie. J'ai vendu les premiers téléphones cellulaires dans les années 90 qui pesaient quelques livres Ah oui. et qui, à l'époque, coûtaient 4 000 $. Wow.
dans les années 90, dans le début du cellulaire, en fait, c'était juste les présidents de compagnie et les gros entrepreneurs qui pouvaient se permettre de se payer. Donc, ta niche de clientèle était très petite. Les compagnies. Les compagnies, les gouvernements, les grosses entreprises. Sauf que le cellulaire a été démocratisé à l'époque, fin années 90, lorsqu'ils ont commencé à financer, si on veut, les appareils à l'intérieur du plan cellulaire. Et c'est là que les les parents ont commencé à acheter ça à leurs grands-enfants qui vont à l'université, puis à leurs conjointes, et ainsi de suite. Et ce domaine, si on veut, c'est un domaine d'affaires qui était très spécialisé à l'époque, réservé aux corporatifs, est devenu de la vente au détail pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, j'ai pu vivre l'évolution, si on veut, là, des télécoms et du cellulaire. Ça doit être quelque chose, hein, de voir les grands appareils comme ça, puis ils sont tout petits avec des écrans tactiles. Oh, oui, quand on y pense, c'est comme si c'était hier. Et c'est là que je dis tout le temps à mes clients quand je suis en coaching, tout change très vite. Je vais dire à la blague, des fois, tu clignes des yeux, puis il y a quelque chose qui a changé dans le monde, là. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être prêt à désapprendre, il faut tout le temps être prêt à s'adapter, puis il faut tout le temps être ouvert d'esprit pour voir ce que je fais présentement, ça va-tu m'amener au prochain niveau? Absolument. Parce que ce qui était vrai hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, puis il va l'être encore moins demain. C'est juste d'être conscient de ça. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé ce podcast, parce que l'ère du courtage, le courtage change tous les jours. La technologie vient prendre la place des courtiers. Il y a des compagnies qui automatisent presque le tout. Donc, comment en tant que courtier hypothécaire ou courtier immobilier, on peut continuer à amener de la valeur à nos clients? Et j'amène les tops de ce domaine pour qu'ils puissent nous partager leur méthode afin que les autres peuvent en apprendre. Donc aujourd'hui, coach de communication et de leadership. Et je veux que tu partages avec nous, avec les courtiers, si on peut apprendre quelque chose aujourd'hui, ça serait sur le leadership et comment mieux communiquer notre message. Que ce soit avec des clients, que ce soit avec nos partenaires, que ce soit avec n'importe qui, avec ta femme, avec ta blonde, n'importe qui. Alors, pour commencer, moi, ce que ça m'a beaucoup aidé, c'est le why. Oui. C'est le why. Pourquoi tu fais ça? Peux-tu me parler un peu plus de pourquoi tu as besoin d'une raison? Parce que ça a l'air un peu cringy, ça a l'air un peu comme... encore... je sais pas c'est quoi le mot, mais tu sais, c'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une excellente question. Puis dans le fond, les clients vont me le demander des fois à l'occasion. Pas beaucoup, parce que beaucoup de clients viennent à moi, puis ils viennent à moi parce qu'ils veulent justement trouver leur why, leur fameux pourquoi. Ce qui arrive, c'est que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir un why. C'est ce que je dis à mes clients. Tu peux être comme tout le monde. Alors, si tu es courtier hypothécaire, si tu es courtier immobilier, on s'entend que tu n'es pas seul. Il y en a d'autres. Surtout dans les grands centres urbains, comme le Grand Montréal-Laval ou même Québec ou autre. On peut, j'ai pas les chiffres, là, j'ai pas les statistiques, mais on peut s'entendre que des courtiers hypothécaires et ou des courtiers immobiliers, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent? Alors, si tu veux être comme tout le monde, bardre-toi pas, puis fais-toi pas violence, là. Donne-toi pas le trouble de trouver ton why. T'as pas besoin. Sauf que on vit dans une époque qui est très bruyante. Et trop souvent, les entrepreneurs de tout genre ne vont faire que du bruit par-dessus du bruit. Sur le web, sur les médias sociaux, et ainsi de suite, pour capter l'attention. Puis on vit à l'ère de l'information. Ce qui arrive, c'est que une semaine d'information dans un média là, d'envergure, comme mettons, je sais pas moi, j'avais une statistique l'autre jour, le New York Times, une semaine d'information dans un grand journal comme le New York Times équivaut à ce qu'un humain normal recevait dans toute sa vie au 18e siècle. Juste ça, là. Sais-tu combien de fois par jour on le débarre, en moyenne? Beaucoup. 150 fois qu'on fait juste regarder nos messages. Alors, l'ère de l'information, une ère de énormément de distractions,
tu es entrepreneur, oui, tu es passionné, tu as un produit, un service que tu dis, je suis le meilleur, OK, sauf que comment tu fais pour capter mon attention? Et c'est là que, dans les années, fin des années 2000, 2009, 2010 environ, le fameux Simon Sinek a découvert, il se posait la question, bon, premièrement, lui, comme entrepreneur, il n'était pas heureux. Il se levait le matin, puis il n'y avait pas une raison de se lever le matin, à part de gagner sa vie puis de payer ses factures. Il s'est dit, il me semble que la vie, il y a autre chose que ça. Il doit y avoir une raison de se lever le matin qui fait une différence dans la vie des gens, le fait que je me sois levé. Il s'est mis à faire des recherches, puis il s'est aperçu, dans le fond, que c'était biologique. C'est-à-dire que la plupart des organisations et des entreprises savent ce qu'ils font, ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme produit, comme service? Je suis courtier hypothécaire, j'aide les gens à trouver une hypothèque, mettons. Comment ils le font? La plupart le savent, j'espère. Très peu, toutefois, savent pourquoi ils le font. Et les gens n'achètent pas ce que tu fais, autant qu'ils vont acheter pourquoi tu le fais. Le pourquoi, ce que ça fait, c'est que ça donne une meilleure clarté, meilleur focus, et ça donne aussi une différenciation. Ce qui fait que à hypothèque ou à courtier immobilier égal, je vais prendre celui qui, son pourquoi, va venir parler au mien. Prenons exemple, la compagnie Apple. Tu as ceux qui sont Apple, puis tu as ceux qui ne veulent rien savoir d'Apple. Il y a pas c'est très rare que quelqu'un va être entre les deux. Alors, Apple, là, ne cherche pas à convertir ceux qui sont PC. Apple cherche à parler à ceux qui sont déjà Apple. Ils se sont créés une communauté basée sur un pourquoi qui est basé sur challenger le statu quo, l'innovation, faire les choses de façon différente. Tu rentres dans une boutique Apple, jamais tu vas te demander est-ce qu'il y a une promotion aujourd'hui, est-ce qu'il y a un spécial sur le iPhone 12 ou sur la tablette Intel? Non. Non, t'achètes. T'achètes. Le prix est secondaire. Façon de parler, c'est que tu as peut-être magasiné avant, juste sur le web pour savoir combien coûtait tel appareil, sauf que tu ne t'estines pas. C'est ça. Quand ton pourquoi est identifié, premièrement, tu as une raison de te lever le matin. Deuxièmement, tu sais que tu fais une différence dans la vie des gens. Je me répète, tu n'es pas obligé. Sauf que si tu as l'attitude de celui de l'entrepreneur qui fait une différence dans la vie des gens, bien, ce que ça fait, c'est que les gens vont vouloir faire affaire avec toi parce que tu vas gagner la confiance beaucoup plus facilement. Comme entrepreneur aussi, ça évite le plus possible les distractions. Il y a un vieux principe militaire qu'un ami à moi qui a été général dans l'armée canadienne m'expliquait, ça s'appelle l'arc de tir. L'arc de tir, c'est si tu es au combat dans l'armée, tu es à la guerre, mettons, on va te placer dans une position de tir, puis on va te dire, tu vois la maison rouge là-bas, là, puis de l'autre côté, la maison bleue, entre les deux, tu peux tirer si tu vois quoi que ce soit. À l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas. On s'en occupe, ou on est peut-être déjà là en train de faire de quoi, puis tu pourrais blesser un de tes collègues. L'arc de tir, c'est ça, puis le pourquoi, c'est ce que ça te donne. C'est qu'à un moment donné, quand tu es entrepreneur, surtout à l'ère de l'information, du web et des médias sociaux, tu as beaucoup de distractions qui viennent à toi. D'opportunités, puis d'offres, de partenariats, puis tout le kit, puis de choses que tu peux faire. Et c'est là qu'un pourquoi bien clair et défini va te donner un arc de tir qui est fixe, qui est clair, puis ça va te sauver bien du temps. Puis tu vas pouvoir te concentrer sur les bons clients, sur les bons partenariats, sur les bonnes opportunités. Oui, tu vas te retrouver à dire non plus souvent parce que tu vas dire oui aux vraies affaires. Puis ta business va avancer bien mieux. Puis tu vas te lever le matin et tu vas même te coucher le soir avec ce sentiment de satisfaction-là. Puis tu vas savoir que tu te lèves le matin pour les bonnes raisons. Merci. Puis si je reviens à la question, ton pourquoi, comment qu'on peut trouver notre pourquoi? Tu vois, et aussi, si cette personne ne veut pas nécessairement trouver un pourquoi autour du client. Moi, je veux aider le client parce que ça me donne une satisfaction. Si ça le rejoint pas, est-ce que c'est quand même un bon pourquoi? En fait, c'est une bonne question parce que le pourquoi n'est pas relié au comment.
Pas nécessairement. C'est-à-dire que le pourquoi, quand on réussit à mettre des mots, en fait, ce sont des mots sur la meilleure version de toi-même. Ton pourquoi, étonnamment, se trouve dans le passé, dans tes histoires, dans ce que tu as vécu, dans les moments que tu as vécu dans ta vie. Et souvent, tu n'es pas capable de le verbaliser parce que c'est dans une partie du cerveau qui n'a pas capacité de parole, qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui te pousse à l'action. C'est la partie du cerveau qui met en toi que tu es bien dans une situation ou que tu n'es pas bien dans une situation. Des fois, tu vas rencontrer des gens et tu vas dire ça clique. Je ne le connais pas, c'est la première fois que j'y parle, mais il y a une chimie. Ça clique parce que le cerveau limbique n'a pas capacité de parole. À l'inverse, tu vas être dans des situations, dans des projets, dans des mandats, puis ça ne fit pas, ça ne clique pas, il y a quelque chose qui accroche. Il y a comme une friction, c'est parce que ce n'est pas en lien avec ton pourquoi. On fait les exercices, ça va trouver ton pourquoi quand on s'y met en coaching, c'est un bon 2-3 heures facile. On va dans des moments que tu as vécu dans ta vie. L'idée, ce n'est pas de vivre dans le passé, c'est de se servir de ton passé pour te propulser dans l'avenir. On met des mots sur la meilleure version de toi-même pour qu'après ça, tu aies cette clarté-là vraiment d'un meilleur focus pour choisir les activités, les mandats, les partenariats qui vont être en lien avec ta raison d'être. En fait, le pourquoi va aussi, en termes de business, là, définir ton branding personnel. Et si je voulais donner un exemple, et ça peut pas être nul autre que toi, hein? C'est quoi ton pourquoi? Alors, mon pourquoi phrasé tel quel pour l'instant, parce que des fois, un pourquoi peut évoluer, pas au niveau du sens profond du fil conducteur, mais plus au niveau des mots. Présentement, mon pourquoi, c'est de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Ça rime, c'est poétique, ça fait un peu formule. En d'autres mots, ce qui me rend heureux, puis ce qui fait que je me demande même pas si c'est payant ou non, parce qu'au final, c'est payant, c'est d'aider les gens qui aiment aider les gens. Alors pourquoi je suis bien, j'aime travailler avec toi, Sérou, c'est parce que tu aimes aider les gens. Sinon, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai jamais avec toi, mais c'est plus facile de travailler avec quelqu'un, pour moi, qui aime aider les gens. C'est pour ça que je coach des coachs. Un de mes clients m'appelle le coach du coach parce que en coachant un autre coach, c'est comme si je me multipliais. Absolument. Ça m'a pris du temps à le découvrir. Essai-erreur, si on veut, ça a été comme un peu qu'on pourrait appeler de l'auto-coaching. Avoir su qu'il y avait une façon beaucoup plus simple d'aller le chercher, beaucoup plus rapide, je l'aurais fait. Jamais trop tard pour bien faire, mais après un long processus de plusieurs années, j'ai enfin découvert que c'est ce qui me faisait vibrer, moi. C'est ce qui me donnait une raison de me lever le matin. C'est pas juste d'aider des gens, mais d'aider des gens qui, eux, veulent aider des gens. Donc, si tu devais donner un conseil aux gens qui nous écoutent pour trouver leur pourquoi, ça serait quoi? Le premier conseil, c'est de prendre le temps de s'arrêter. C'est que trop souvent, la vie va trop vite. Puis c'est tout le temps les échéances, puis ouais, go, 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 puis on est tout le temps en retard. Bernard Voyer, qui était un des premiers à escalader l'Everest, disait « L'Everest, c'est 8840 mètres environ d'altitude. » Bernard Voyer disait « Avant d'aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. » Faire ce travail d'introspection-là pour enfin découvrir. Mark Twain, l'ancien l'auteur américain, disait que les 2 journées les plus significatives de ta vie, la journée de ta naissance, bien sûr, et la deuxième journée, c'est la journée où tu découvres pourquoi tu es né. Je l'ai découvert, j'avais pas loin de 50 ans. Là. Alors, je ne souhaite pas que vous attendiez jusqu'à 50 ans pour le découvrir. C'est prendre le temps de s'arrêter, faire appel à un coach au besoin, si jamais... et de se permettre d'être imparfait. Souvent, je dis à mes clients, la version 1.0 vaut mieux que la version 0.0. Tu peux juste améliorer la version 1.0. Tu ne peux pas améliorer quelque chose que tu n'as pas fait encore. Commence par déterminer c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui te fait vibrer, puis qu'est-ce que dans ton passé, dans ton histoire, les moments marquants, qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Puis souvent, il y a ce qu'on appelle des thématiques récurrentes qui reviennent.
autant dans les hauts de ta vie que dans les bas de ta vie. On prend ces thématiques récurrentes-là, puis on fait une phrase, puis on fait une phrase qui est dans le service. C'est-à-dire que si tu veux te démarquer comme entrepreneur, beaucoup plus facile si tu es dans le service parce que les gens vont sentir que tu le fais pour les bonnes raisons. Et après ça, bien, ils vont moins se soucier du prix, de combien tu charges, parce qu'ils savent que tu es là pour les aider. Alors, ton pourquoi, s'il est dans le service, on va suggérer qu'il soit aussi intemporel. Quand il est arrivé COVID, il y a 1 an et demi environ, beaucoup de gens qui n'avaient pas de pourquoi se sont retrouvés complètement déstabilisés parce qu'ils étaient trop accros à leur comment, à leur quoi, à qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, tout ça a été vraiment chambardé à cause de la pandémie. Ceux qui avaient un pourquoi ont peut-être été un petit peu déstabilisés. Ça a été mon cas pendant un gros maximum de 2 semaines peut-être. Après ça, bien, c'était facile. Puis le mot à la mode réinventé, bien, je vais l'utiliser quand même. C'était facile pour moi de me pivoter, si on veut, parce que j'ai gardé le même pourquoi. Comment je peux faire pour continuer à aider les gens qui aiment aider les gens? J'ai trouvé d'autres moyens pour le faire. Bien sûr. Puis tu me fais penser à une autre question qui revient dans le même sujet, ce qui est, est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs pourquoi? Il y en a juste un. OK. Il y en a juste un. En fait, te verrais-tu travailler dans une business ou pour une entreprise avec un pourquoi différent du tien? Non. Les mots peuvent changer. Les valeurs peuvent un peu différer si on veut, mais il faut qu'il y ait un fit. Je t'explique pourquoi. Parce que le podcast, je le fais pour un pourquoi différent de pourquoi je fais ce que je fais de tous les jours, qui est le courtage hypothécaire. Oui. Tu vois, le podcast, je le fais pour vraiment monter notre métier, Oui. aider d'autres courtiers, parce que je pense que c'est un domaine qui est difficile. Et il y a beaucoup de courtiers qui rentrent, qui sortent rapidement parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent réussir. Oui. Donc ça, c'est la raison pourquoi j'ai débuté ce podcast. Mais mon pourquoi dans la vie de tous les jours est complètement différent. Dans la vie de tous les jours, mon pourquoi, c'est parce que je suis dans une terre d'opportunités. Oui. Aussi simple que ça. D'ailleurs, je viens du Sri Lanka, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Et mes parents travaillent tous les jours, le lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Oui. Pour moi, c'est comme je serais capable de perdre mon temps, de rien faire de ma vie et juste gaspiller l'opportunité que mes parents m'ont donnée. Alors, c'est plus grand mon pourquoi. Donc, tu vois ce que je veux dire par 2 plateformes que j'ai et 2 pourquoi différents? Je te challengerais là-dessus en disant que tu as 2 comment différents. 2 comment, pourquoi, OK. 2 comment. Je pense que on pourrait en discuter longtemps, là, mais ton pourquoi est sensiblement, essentiellement le même dans les 2 activités totalement différentes que tu fais. OK. Je sens chez toi, puis on se connaît depuis quelque temps, là, on a travaillé ensemble, je sens chez toi ce désir-là d'aider les gens, même si c'est un business, même si, mettons, quand tu fais du courtage hypothécaire, tu veux aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et tu fais la même chose à travers ton podcast, de façon différente, bien sûr. Le comment est différent, l'auditoire est peut-être différent, sauf que dans ton cœur, c'est la même motivation. Ça se peut. Je te le dis. Merci. Alors, prochaine question. Je veux parler de la communication. Une des raisons pour lesquelles je t'ai approché, c'est parce que je voulais mieux communiquer. Donc, je voulais mieux passer mon message à tout le monde. Je trouve que quand j'ai commencé, je l'ai toujours. En fait, je bégaye, je cherche mes mots des fois. Puis des fois, qu'est-ce qui sort n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de passer comme message. Et ça m'a beaucoup aidé de ce sens. Mm-hmm. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir comment quelqu'un peut améliorer sa communication et ne pas se dire « Ah, c'est un peu trop tard, je suis trop vieux, j'aurais dû faire ça quand j'étais plus un enfant, je ne peux pas m'améliorer, c'est dans mes habitudes. » Qu'est-ce que tu dirais à cette personne et comment tu peux t'améliorer ta façon de communiquer? Bien, il y a plusieurs façons. Bon, premièrement,
si tu es entrepreneur, la plupart des entrepreneurs veulent passer au prochain niveau, veulent atteindre d'autres objectifs, veulent grandir, veulent une certaine croissance. Et ce prochain niveau-là implique des habiletés différentes, des habiletés nouvelles, implique aussi ce qui va te permettre de passer au prochain niveau va impliquer de la communication, va impliquer des mots, va impliquer un message que tu vas passer, que tu vas partager. Ce message-là doit être entendu. Les gens doivent passer à l'action sur ce message-là, mais tu dois aussi capter l'attention. Tu as beau avoir le meilleur message au monde, si personne ne veut l'entendre, si tu ne captes pas l'attention, c'est peine perdue, c'est un gaspillage. Il faut que la personne soit d'abord et avant tout coachable. Moi, un de mes mantras maintenant, c'est, puis ça vient justement de Simon Sinek, 3/4 de réponse vaut mieux qu'une réponse et demie. L'idée, c'est pas d'être dans le doute. L'idée, c'est d'avoir ce petit buffer-là, cette petite marge-là pour être prête à apprendre, pour être prête peut-être même à apprendre à désapprendre. Quand on arrive dans ma génération d'un demi-siècle et plus, ben des fois, on a appris des choses, puis je le disais tantôt quand je parlais du changement, ce qui était vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Ben, des fois, ce qui va nous permettre de grandir, ce qui va nous permettre de passer au prochain niveau, c'est d'être prêt à apprendre à désapprendre. Revenons à la communication. L'entrepreneur qui veut justement faire une différence puis qui veut promouvoir, vendre son produit, son service, ben, n'a pas le choix de passer des messages, n'a pas le choix de capter l'attention, n'a pas le choix de communiquer pour mobiliser des gens. Et ce qu'on va faire souvent avec les clients, c'est, est-ce que ton message capte l'attention? Est-ce que dans ton message, tu me montres que tu es capable d'améliorer ma vie, que tu es capable de régler mon problème? Trop souvent, on le voit sur le web, on le voit sur les différentes plateformes de médias sociaux, il y a des recettes. 7 façons de, 3 étapes pour, les 5 idées pour améliorer telle affaire. Puis je ne suis pas intéressé à ta recette si je ne suis pas conscient de mon problème. Et ce que la plupart des entrepreneurs ne sont pas capables de faire, c'est ça. C'est qu'ils croient en leur recette. Oui, OK, parfait. Sauf que ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas ce que ça va changer dans ma vie. On n'est pas assez, comme on dit en anglais, audience-centric, centré sur l'auditoire, pour faire en sorte que tu veux améliorer ma vie. Fais-moi prendre conscience de mon problème. Fait que c'est ce qu'on travaille dans le message. Ensuite, oui, la plupart des entrepreneurs, puis c'est à souhaiter, connaissent très bien leur business, leur champ d'expertise, leur domaine d'activité. Sauf que faut que tu parles aussi aux deux côtés du cerveau. Côté gauche, là, c'est l'information, les protocoles, les procédures, les façons de faire, les technicalités de ton produit, de ton service. OK, mais viens un peu transmettre de l'émotion. La communication, ce n'est pas juste un transfert d'information, c'est aussi un transfert d'émotion. Comment faire pour transférer aussi l'émotion? Comment faire pour parler au côté droit du cerveau? Puis ça, il y a une technique là, qui date du début des temps, du début de la création de la planète, là, c'est le storytelling. Raconter ton histoire. Raconter les histoires que tu as eues avec tes clients, les anecdotes, les expériences, les aventures, les témoignages. Quand tu es capable de faire ça, même dans un contexte de business, dans un contexte d'affaires, tu vas être capable de capter mon attention, tu vas être capable de me vendre la transformation. Tu vas être capable de me montrer pas juste ce que tu sais, mais aussi ce que tu as appris. Puis ça, c'est inspirant. Parce que souvent, puis je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, on a ce désir-là d'inspirer les gens. Sauf qu'un être humain, à la base, ne peut pas inspirer les gens, c'est utopique. Je m'explique. Prenons les grands de ce monde, là, Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Churchill, name it. Ces gens-là, à la base, n'étaient pas inspirants. Leur histoire était inspirante. Enlève leur histoire, on ne les connaît pas. Alors, qu'est-ce qui fait que tu peux changer ma vie? C'est parce que tu as changé la vie de d'autres clients avant moi. Tu as aidé d'autres clients avant moi à régler des problèmes, ce qui a amené une transformation chez ces clients-là, et tu peux faire la même chose chez moi.
Alors, viens capter mon attention avec ça, puis tu vas parler aux deux côtés de mon cerveau. Oui, les chiffres, le data, il faut que ça balance, il faut que ça fasse du sens. Cerveau gauche, c'est correct. Fais tes devoirs, connais ta game, connais ton champ d'expertise, fine. Mais viens aussi transmettre de l'émotion. Viens transmettre que tu es capable d'opérer une transformation chez moi. Le storytelling, le raconter des histoires va t'aider à ce niveau-là. Puis tu vas te démarquer dans ton domaine, tu vas faire bien plus de ventes. Storytelling, quand tu me dis storytelling, je pense au film. Et, Ben oui. et quand tu penses au film, du début des temps, les films, c'est du storytelling. Oui. Ça commence par un héros Oui. qui a des difficultés, des obstacles, et il trouve un moyen de régler, et la vie est belle. Exactement. Et c'est pour ça qu'on suit un film. Quand il y a un bon storytelling, on suit le film, on est capté par le film. Un peu ce qu'on essaie de faire avec les gens devant toi. Oui. Donc, c'est vraiment comment tu peux captiver les gens pour qu'ils écoutent ton histoire. Et si je rentre dans le storytelling, comment tu dois structurer pour que le message soit bien passé? Bonne question. Bon, premièrement, l'esprit humain est capable de processer 3 fois plus de mots ou d'informations que la bouche est capable de parler, de transmettre. Alors, quand tu es en train de partager de l'information à un client, un partenaire, un interlocuteur, tu es capable de dire, je ne sais pas moi, entre 120 et 160, 170 mots par minute. L'esprit humain, le cerveau humain est capable d'en processer 3 fois plus. La nature ayant horreur du vide, si tu n'occupes pas mon esprit, je vais aller ailleurs. Pendant que tu me parles, tu es en train de me présenter ton projet, tes chiffres, et ainsi de suite. Tu me montres ton fichier Excel, là. Puis si tu ne viens pas transmettre de l'émotion puis parler aux deux côtés du cerveau, tu t'en rends pas compte, là, mais je suis ailleurs. Je suis en train de penser à la game de hockey, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais faire après t'avoir parlé, et ainsi de suite. Au niveau des 3 phases, une bonne histoire bien structurée, bien racontée, a essentiellement 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le contexte, le setup. Quand tu parlais de film, belle analogie, quand tu vas au cinéma, le film commence toujours avec un genre de mise en scène, si on veut, où on voit c'est où. On est capable de voir si c'est en ville, si c'est en campagne, à quelle époque. On est capable de voir les véhicules, on est capable de voir comment les gens sont habillés. Il n'y a même pas de mots souvent, c'est juste une image, c'est une prise de vue. C'est quand ça s'est passé, c'était quoi le contexte. Ça, souvent, dans une histoire, c'est pas long. L'idée, c'est de projeter du cinéma dans l'esprit des gens pour les inviter dans ton histoire. Ensuite va venir, puis ça, c'est l'élément le plus vital, le plus crucial, puis c'est ce qui vient très tôt, le conflit. Pour ça, je disais tantôt, capte mon attention avec un problème que tu veux régler dans ma vie. L'être humain carbure au conflit. On est sur le bord de l'autoroute, là, puis tu t'en vas sur l'autoroute, puis s'il y a un accident de l'autre côté, ou s'il y a une auto sur l'accotement ou dans le fossé, veut pas que tu aimes ça ou non, puis que tu te l'avoues ou non, on est tout le temps, il y a une curiosité, on est attiré par le conflit, par qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de transformation. Même les petits films pour enfants de Walt Disney, il y a un conflit, il y a un drame, il y a un défi, il y a quelque chose qui se passe que, après ça, un héros va venir et va faire en sorte qu'il y ait une transformation. En 3 phases, contexte, conflit, résolution. Parce que, comme entrepreneur, n'importe quel business, même les employés, si tu es employé et qu'on te paye dans une compagnie, c'est parce que tu règles des problèmes. Si ta business, ça fonctionne, c'est parce que tu règles des problèmes. C'est la même chose dans le storytelling. Je pense que même dans ton why, c'est un peu comment tu trouves ton why, c'est avec une façon de storytelling, en fait. Effectivement. Tu vois? Alors, par exemple, en courtier immobilier, je sors ça comme ça, là, mais il a remarqué que les clients ont mauvais service, qu'ils ne sont pas bien servis, qu'ils n'investissent pas dans les bons investissements. Donc, il a voulu aider ses clients par l'immobilier. Oui. Ça, c'est le genre de storytelling, en fait. Effectivement. Et ça donne un client de vouloir travailler avec toi.
Parce qu'il voit clairement que tu veux aider. Et quand je t'analyse, Raymond, parce que je t'analyse comment toi tu parles, Oui. et ce que j'aime avec toi, c'est que dans chaque phrase, il y a un storytelling. Dans chaque explication, il y a un storytelling. Tu amènes toujours une histoire. Mhm. Tu vas chercher des références de Nelson Mandela, de Everest. Ouais. Et par la suite, tu racontes, tu donnes la réponse. Mhm. Donc, ça capte l'attention des gens. Et ça nous ramène un peu à ce que tu racontes, en fait. Alors, à l'ancien temps, par exemple, quand tu parlais de Nelson Mandela. Oui. Alors, ça, c'est du storytelling que tu le fais everyday dans toutes les phrases, en Oui. fait. Sans m'en rendre compte. Ça veut dire que tu es devenu un pro. Ben, je pense que je dis tout le temps à mes clients, c'est un muscle qui se travaille. Ouais. Dans le fond, l'humanité a été bâtie autour du Tu le storytelling. fais encore. Oui. Non, mais quand tu y penses, dans l'ère de la préhistoire, nos ancêtres voulaient se protéger là, des tigres à dents longues puis des dangers externes. Alors, ils faisaient un feu. Tout le monde se réunissait autour du feu. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, le chef de famille ou de tribu se mettait à raconter des histoires. Ouais. On vit aussi dans un monde qui est très divers, très diversifié. Dans un milieu urbain, là, souvent, 4-5 générations vont travailler dans la même boîte. Il y a la diversité ethnique, culturelle, religion, et ainsi de suite. Tu regardes juste là, dans un bureau comme ici, là, je veux dire, il y a différentes origines ethniques. Comment tu fais pour communiquer avec tous ces gens-là, pour les toucher, connecter avec eux, puis faire en sorte que ton message va pouvoir passer avec tout ce monde-là? Storytelling, des histoires. Parce que c'est même prouvé scientifiquement, puis il y a des études qui ont été faites, que lorsque tu racontes une histoire, peu importe la différence de génération, d'âge, de culture, de religion, et ainsi de suite, ben il y a une connexion qui se fait. C'est même prouvé qu'il y a une connexion qui va se faire au niveau du cerveau, dans l'activité cérébrale. Alors, c'est la meilleure façon que ton message connecte avec tout le monde, peu importe les différences. Et c'est un muscle. Et c'est un muscle que tu peux travailler. Ouais. Alors, un résumé pour répondre à ma question du départ, c'est pour bien communiquer, il faut maîtriser l'art de storytelling. Oui. Comment on dit ça en français? Raconter des histoires. Raconter, Ouais, c'est un peu long à traduire, là. raconter des histoires. Ouais. Et quand tu deviens bon à raconter des histoires, ben, déjà là, tu as une bonne base de Oui. bien communiquer avec les gens. De deux, la technicalité de la communication. Mhm. Par exemple, comment utiliser certains mots. Oui. Et comment t'aider avec certains mots. Et une des choses que tu m'as fait analyser, c'est le silence. Oui. Le E, Oui. on dit souvent. Les mots de remplissage, ouais. Les mots de remplissage. Oui. Peux-tu nous dire plus sur tout ça, en fait? Oui. C'est un paradoxe un peu, c'est même contre-intuitif, c'est que souvent les gens ont à différents niveaux, tout dépendant de où on est rendu dans notre vie, vont voir le défi de parler en public ou de communiquer devant des groupes, devant des gens comme un défi, là, comme une peur à surmonter, puis c'est humain, c'est normal. Alors, on cherche, comment dire, notre voix dans les deux voix, VOIE puis VOIX aussi. Là, au moment donné, on la trouve. On prend confiance. On commence dans un métier, dans un champ d'expertise, dans un domaine d'activité, puis là, on commence à exprimer des idées, et on trouve justement cette voie-là, puis on commence à prendre confiance, puis on devient passionné de notre sujet, de notre domaine d'activité, et on s'imagine que le plus de mots que je vais être capable de transmettre, ben mieux, je vais pouvoir exprimer ma passion puis passer mon message. Et il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, un cognitive bias, qui s'appelle l'effet de dilution. Plus que tu transmets des mots, plus que ton message est dilué. Puis ça, on ne s'en rend pas compte, on n'en est pas conscient.
Jerry Seinfeld, un humoriste célèbre, là, pour ceux qui suivent un peu le monde de la comédie, il a eu son sitcom là, pendant des décennies. Jerry Seinfeld disait là, à un moment donné qu'il pouvait passer des heures et des heures à prendre un texte, prendre une phrase de 12 mots pour essayer de la réduire à 8 mots. Parce que dans ce que tu fais, là, si je viens te voir, ben, j'ai besoin d'une hypothèque et que je dois prendre une décision, puis que tu me fais une offre, tu me fais une proposition, puis tu me proposes une solution à une de mes problématiques, l'élément le plus vital dans la communication, c'est le processus de réflexion de ton auditoire. Pour que je passe à l'action, puis pour que je scelle la vente, pour que j'accepte ce que tu me proposes, je dois réfléchir. Alors, dans ta communication, le processus de réflexion est vital. Si tu ne veux pas juste parler toute seule, tu veux que ton client, ton prospect, ton partenaire, ton interlocuteur réfléchisse. Et je ne peux pas réfléchir juste dans le bruit. Ça prend du silence. Et c'est là qu'on sous-estime l'impact, l'importance du silence dans nos communications. Puis ce qu'on va faire, tu as parlé tantôt des mots de remplissage, c'est que quand on a soit des blancs de mémoire ou qu'on est en train de réfléchir ou qu'on est en train de passer d'une phrase à l'autre, on va remplir les silences par ce qu'on appelle les mots de remplissage ou les mots parasites, les donc, alors. Puis imagine là, c'est roux. Le projet, si tu veux embarquer, va te demander un investissement de 10 000. Trouves-tu que ça a de l'impact? Ah bah. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir. C'est là que le grand compositeur Mozart disait que la musique, c'est le silence entre les notes. Imagine, une série de notes, ça ne serait que du bruit. Ce qui fait que la musique est belle, c'est grâce au silence entre les notes. Ce qui fait que ta proposition va venir capter mon intérêt puis que je vais être peut-être intéressé à embarquer avec toi. Il faut que tu me laisses le temps de réfléchir. C'est là que les silences sont importants. Tu parlais du choix des mots. Bien, le choix des mots, on pourrait en parler longtemps. Je résumerais tout simplement en disant, sois centré sur l'auditoire. Que tes mots viennent me parler. Puis souvent, c'est quand tu es, comme je disais tantôt, audience-centric, centré sur l'auditoire, les bons mots vont sortir. Souvent, quand ton pourquoi a été vraiment clarifié, identifié, validé, puis vraiment verbalisé, tu vas trouver les bons mots. Tu n'en auras pas trop. Tu vas faire attention à l'effet de dilution et ton discours va t'axer sur ton interlocuteur, sur ton auditoire. Et à ce moment-là, les gens vont vouloir te suivre parce que tu vas gagner la confiance, parce que tu vas démontrer que tu es là pour régler leurs problèmes. Alright guys, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commandite personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solution car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients. Que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cadres bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des ratios d'endettement assez bas. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, aussitôt qu'une des choses ne sont pas respectées, malheureusement, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients, d'utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez Monsieur Solution. Bon épisode. Et si je devais te poser la question, comment tu peux trouver des mots de remplissage qui peuvent être mieux présentés? Ouais, la technique, c'est... C'est quoi la technique? Bon, premièrement, c'est d'en prendre conscience. Oui, absolument. Souvent, on est capable d'être enregistré soit sur un appel Zoom ou sur un appel téléphonique ou sur un vidéo qu'on fait ou un podcast ou quoi que ce soit. Les gens n'aiment pas se regarder, sauf que c'est très payant quand tu acceptes de le faire. Oh, j'adore ce que tu viens de dire là. Détache-toi un peu de toi-même. Deviens ton alter ego. Ouais. Décolle-toi le nez sur l'arbre.
observe-toi en action. La technologie le permet maintenant que tu puisses te voir en action. Là, tu vas voir les parasites, tu vas voir les mauvaises tendances, les mauvais patterns, tu vas voir justement s'il y a des mots de remplissage. Juste en prendre conscience, je dis toujours que la prise de conscience précède le changement. Juste en prendre conscience va diminuer de moitié tous ces parasites-là et ces mots de remplissage-là. J'adore. L'autre chose, c'est apprivoise le silence. Souvent, on veut juste remplir les silences. Fut un temps où on avait juste comme moyen de communication le bon vieux téléphone, là, 40, 50 ans. Là. Et au début, les gens n'étaient pas habitués avec le téléphone, alors qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que pour être sûr que la personne est encore au bout de la ligne, il y avait comme des sons. Tu sais, es-tu encore là? Là, c'est plus nécessaire, là. On se voit très rare. On a presque plus. Maintenant, on fait des FaceTime, on est sur Messenger, on est sur Zoom, on est sur d'autres applications ou on est en personne comme ce matin. Et tu es capable, tu n'as pas besoin de... La communication peut aussi être non-verbale pour que ça soit un échange, pour me laisser le temps de réfléchir. Alors, pour revenir à ta question de base, les mots de remplissage, prends-en conscience, Le fait d'en faire l'inventaire va diminuer de beaucoup. Ensuite, dis ta phrase. Notre voix, là, c'est un instrument de musique à air. Alors, l'air qu'on a là, dans le beden, puis dans le chest, puis dans la gorge, là, tu l'exprimes par ton instrument de musique. Puis à la fin de ta phrase, silence. Laisse le temps à l'autre de processer ce que tu viens de dire. Puis ça, tu vas voir, ça va éliminer les mots de remplissage. T'aimes le silence? Je pense qu'il... Hein? Non, j'ai dit, je pense que j'ai fait exprès C'est bon. d'avoir C'est bon. un petit moment de silence pour que les gens puissent juste prendre le message qu'on vient de partager ici. Je pense que j'adore, en fait, j'adore. Et le mot-clé là, que j'ai vraiment aimé, c'est payant de nous réécouter. Et même moi, des fois, ça ne me tente pas d'écouter mes anciens podcasts. Ouais. Mais je le fais. Je le fais pour voir où est-ce que je peux m'améliorer. Comment je peux m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire de différent. Et, alors, c'est extrêmement payant. C'est extrêmement payant. Et prendre conscience, c'est ça. J'ai pris conscience que j'avais... je pouvais améliorer. J'avais des problèmes. Donc, je me suis dit, you know what? Let's go. Je vais prendre un coach de communication, de leadership. Et voilà, on est rendu ici. Et, ça a été une bonne chose. excellente chose. Oui. Il y a toujours de la place pour améliorer. Toujours. Toujours. Les meilleurs ont des coachs. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours de la place parce que le coach va te faire voir tes angles morts. Va te faire voir peut-être souvent dans le brouhaha de nos activités, on est trop sur le rush, sur l'adrénaline, puis le nez collé sur l'arbre. Le coach va te faire voir tes angles morts. J'adore ça, les angles morts. Ouais. Une autre des raisons pourquoi je t'ai approché, c'est que je voulais maîtriser l'art de communiquer avec plusieurs personnes. Moi, c'était ma plus grande phobie. Je me rappelle, là, quand j'étais un enfant, je devais chanter. Je ne suis pas un chanteur. Je n'ai vraiment pas une voix pour chanter. Mais je devais chanter pour mon école de communauté. En fait, j'apprenais la langue tamoul. Mes parents m'ont envoyé dans une école tamoul, puis on devait chanter une chanson. Je me suis évanoui, presque évanoui. Oh boy. Alors, depuis, j'évitais de parler devant les gens. C'est ma plus grande phobie. Oui. Alors, et quand je suis rentré dans le domaine, j'étais extrêmement passionné, comme tu as dit, de ce qu'on fait, de ce que je faisais. Et je devenais de plus en plus à l'aise à parler devant une personne, 2 personnes, 3 personnes. Oui. Mais j'avais toujours une peur de parler devant plusieurs personnes. Tu vois? C'est sûr que avec la pratique d'augmenter le nombre de personnes avec qui je parlais, je devenais de plus en plus à l'aise. Mais je trouvais que si je pouvais améliorer ma façon de communiquer, mais je pouvais être plus à l'aise parce que souvent, on nous juge nous-mêmes. Oui. Tu vois? Donc, pour quelqu'un qui veut... Parce que moi, je trouve ça extrêmement beau de savoir que tu es capable de passer le message pour que les gens ils se lèvent à la fin puis
Mhm. Ils t'applaudissent. Oui. Ils apprécient ce que tu viens de dire. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des podcasts. C'est parce que en fait, c'est plus facile. Là. Ouais. Tu es devant la caméra, mais avec le temps, mais c'est là, il y a beaucoup de monde qui m'écoute. Mais ça peut être stressant, tu vois. Mais j'ai appris l'art de vraiment de gagner la confiance dans moi et blablabla. Bref, tout ça pour te dire que ça aussi, ça peut être amélioré grâce à la communication. Oui. Et pour quelqu'un qui veut améliorer sa façon de parler devant un public, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, il y a plusieurs choses. Premièrement, on a parlé beaucoup depuis le début de notre entretien de la puissance des histoires. Une chose qu'on néglige toutefois, pas juste en communication, mais vraiment on va parler de mindset, on va parler de l'état d'esprit, c'est les histoires, pas qu'on raconte aux autres, mais aussi les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Tu parlais tantôt là, de la peur que tu avais de chanter devant le groupe, devant la classe. Puis souvent, beaucoup de gens vont avoir peur de parler en public ou de parler. Ils vont dire, ah, moi, un à un dans mon bureau, pas de problème, mais dès qu'il y a 4-5 personnes dans une salle de conférence ou dans une plus grande salle, là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Qu'est-ce qui fait que un communicateur, une leader, va avoir de l'anticipation, puis va vouloir, puis va être excité de vouloir monter sur scène, tandis qu'un autre, la même scène, le même contexte, le même environnement, va avoir mal au ventre, va venir tout rouge, va être en sueur, puis va pas dormir de la nuit à monter sur la même scène. Ce sont les histoires qu'on se raconte. C'est pas différent. Alors, la première clé pour vaincre justement cette nervosité-là, c'est de premièrement changer les mots. Au lieu de nervosité, ça peut être fébrilité, ça peut être excitation, ça peut être passion, ça peut être anticipation. Tu peux reconnaître le privilège que tu as justement soit de faire un podcast, de faire des vidéos, d'avoir un client devant toi, d'avoir un groupe devant toi, de faire des ateliers, des formations. C'est un privilège de pouvoir parler de ta passion, de pouvoir passer ton message. Alors, ce qu'on va faire, on va beaucoup travailler, premièrement, le mindset, l'état d'esprit, ton attitude, les histoires que tu te racontes en premier, parce que je travaille beaucoup, justement, on parle du monde de l'immobilier, je travaille beaucoup avec des investisseurs immobiliers, puis je m'occupe seulement, moi, de l'aspect entre les deux oreilles. Parce que l'immobilier, c'est une game d'être humain, tout comme l'entrepreneuriat d'ailleurs, et ça se passe entre les deux oreilles en premier. Quand on règle ça, après ça, là, on peut embarquer dans les techniques, si on veut, de livraison, puis de communication, puis d'art oratoire. Que ça commence vraiment par ça, puis après ça, comme je disais, on va entrer dans les techniques, puis dans les façons de capter l'attention, puis de livrer un message. Excellent. Parlons des personnalités. Il y a plusieurs types de personnalités et je pense que ça peut être très bénéfique d'apprendre c'est quoi les types de personnalités. Comme ça, tu peux mieux communiquer avec la personne devant toi. Et à un moment donné, tu m'as présenté, tu as même présenté dans les webinaires qu'il y a plusieurs types de personnalités et chaque personnalité ont leurs avantages. Oui. Et tu l'as bien phrasé ça en couleurs. Mm-hmm. Tu te démontrais en couleurs. Donc, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi les types de personnalités qu'il y a? Ben, bon point. On dit souvent dans le monde en général qu'il n'y a pas de gens incompétents, il y a juste des gens assis sur la mauvaise chaise. Fait que dans le monde des ressources humaines, dans le monde corporatif, beaucoup on a travaillé avec ce qu'on appelle les tests psychométriques, communément appelés tests de personnalité, basés sur les travaux principalement de deux chercheurs, deux messieurs dans la psychologie, William Marston, qui a été l'inventeur du détecteur de mensonges, qui a travaillé avec Carl Jung, qui a été un psychanalyste là, qui a travaillé avec Sigmund Freud et ainsi de suite. Ces deux messieurs-là ont fondé le principe des couleurs. Principalement, ce qu'ils ont déterminé, dans le fond, c'est qu'ils ont mis des mots, ils ont mis un système, si on veut, sur les types de personnalités qu'on peut avoir en nous. Il y a 4 couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. DISC, qui est un profil de psychométrique qui est très connu dans le monde corporatif, utilise sensiblement la même chose, DISC, avec les mêmes couleurs. C'est très parent, là, c'est très similaire. Les gens, en passant, il n'y a pas de bonne et mauvaise couleur. C'est-à-dire que
dans un bureau donné, dans une équipe, pour qu'il y ait une synergie, puis pour que le bureau fonctionne bien, que l'organisation fonctionne bien, ça prend toutes les couleurs. Puis toutes les couleurs, on les a en nous, sauf qu'on a des dominances, si on veut. Je prends exemple, quelqu'un comme moi, ben personnellement, je suis quelqu'un qui est très rouge et très jaune, c'est-à-dire d'un style peut-être dominant, autoritaire un peu, fonceur. Et le jaune, le I, c'est plus dans l'influence. J'aime communiquer, j'aime être sur le stage, j'aime passer des messages. Un de mes angles morts, si on veut, puis une couleur qui est beaucoup plus faible, c'est le côté analytique, puis le côté plus, conformiste. Moi, j'ai pas ça. Alors, tu ne m'enfermes pas dans un bureau de 8 à 5, la porte fermée, pas de fenêtre, à monter des fichiers Excel. Je vais mourir. En fait, tu vas me retrouver évanoui en dessous du bureau après quelques heures. J'aime ça que ça bouge. Sauf que des gens qui vont passer 8 heures dans un bureau à analyser des fichiers Excel, ça en prend. Pratiquement dans toutes les organisations. Alors, c'est de trouver les bonnes personnes dans les bons mandats, dans les bonnes chaises, puis à ce moment-là, l'organisation va fonctionner. Quand on parle de communication, ben, tu ne parles pas à un dominant ou à quelqu'un qui est plus de style rouge ou D, de la même façon que tu vas parler, que tu vas t'adresser à quelqu'un qui est beaucoup plus dans le style analytique ou dans le style, plus résistant au changement, si on veut. Le rouge, s'il te donne 15 minutes, ben prends-en 10, puis tu vas gagner son respect. Puis, comme on dit, comme Shakespeare disait, right to the point. Amène-lui tout de suite le résultat, puis qu'est-ce que ça va donner, combien ça va coûter. Il n'y a pas de temps à perdre. La personne plus analytique, de l'autre côté du spectre, plus bleu, plus dans le C, a besoin d'être sécurisé, a besoin que tu y laisses le temps d'y penser, a besoin que tu y laisses peut-être un document explicatif. Puis là, tu vas devoir... c'est très rare que tu vas être capable de fermer la vente lors du premier rendez-vous. C'est juste d'en prendre conscience. Je dis tout le temps, la prise de conscience précède le changement. C'est pas de pervertir nécessairement ta propre personnalité à toi, mais c'est d'être capable, quand tu es dans un monde de vente et de communication, de t'adapter à ton interlocuteur pour maximiser tes chances qu'il y ait une certaine mobilisation, si on veut. Et j'adore parce que, tu vois, quand tu as une certaine conscience de différentes personnalités, ça peut t'aider dans ta business à toi. Quand tu rencontres un client, puis tu remarques que c'est un bleu, ben il faut être analytique. Ah oui. Si tu vois clairement que c'est un analytique, donc tu parler plus de chiffres. Si tu es dans le courtage hypothécaire, dans le courtage immobilier également, parler des chiffres, l'investissement, l'appréciation. Quand tu es un rouge, mais parler de l'émotion, les ambitions que tu peux avoir. Oui. Alors, je pense que c'est bien d'apprendre. Je vais mettre dans l'écran une photo que si tu peux nous envoyer, j'apprécierais. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, des fois, j'applique dans ma business everyday. Donc, je suis capable de capter un peu quel type de personnalité cette personne a devant moi. C'est sûr que dans une foule, tu ne peux pas vraiment prendre conscience de tout ça. Non. Tu parles à tout le monde. Oui. Donc, c'est très générique. Et c'est là que je reviens au storytelling. Storytelling va faire en sorte que peu importe le type de personnalité, même la personne très bleue, très analytique, va être captivé par le storytelling. Exact. Tout le monde. Chacun va prendre une histoire du storytelling. Storytelling. Exact. Parfait. Parfait, Raymond. Ben, j'adore. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense que plein de monde ont pris conscience un peu qu'ils doivent prendre conscience de leur communication. Et c'est un art qui peut être maîtrisé. Alors, pour un courtier qui écoute, un nouveau courtier, quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine ou un courtier qui pratique, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour améliorer sa communication? Ben, premièrement, être coachable. Puis quand je dis coachable, ce n'est pas nécessairement obligatoirement faire appel à un coach, sauf que c'est de vouloir apprendre. C'est d'avoir ce mindset-là, cet état d'esprit-là, de vouloir qu'est-ce que je peux faire pour, pas nécessairement réinventer la roue, mais vouloir apprendre, puis parfois, c'est d'apprendre à désapprendre. C'est d'avoir cette attitude-là. À ce moment-là, ça ouvre la porte à vouloir te démarquer. L'autre chose aussi, puis en particulier en 2021, là, dans cette ère de distraction, puis d'information, de surinformation, comment je peux faire pour me démarquer? Comment je peux faire pour que les gens veulent faire affaire avec moi? Justement, j'allais te poser la question. Tu m'as dévancé.
Ben moi, je dirais, c'est de passer d'expert à visionnaire. OK, all right. En tout respect de l'expertise. L'expertise est importante. Tu dois avoir suivi tes formations, tes cours, les certifications, puis les permis que tu as besoin. C'est tout correct, là. Va chercher ça. Connais la game, connais ton métier, connais ton champ d'expertise. Maintenant, l'expertise est bonne. Comment je peux amener l'expertise à un autre niveau? C'est devenir un visionnaire. Le visionnaire, parce que l'expertise, tout le monde, on présume, l'a. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es différent? Ce n'est pas ton expertise. C'est que tu es capable, par tes questions, de susciter chez moi une réflexion que Google ne peut pas répondre. Es-tu capable d'engager une conversation avec moi par tes questions, par ton désir, par ton pourquoi de faire une différence dans ma vie que je ne suis pas capable d'aller chercher chez Google? Et c'est là que tu vas te démarquer. C'est là que par ta communication, par ton why, par ton attitude, tu vas gagner la confiance. Parce qu'en plus, là, avec ce qu'on a vécu, la crise là, qu'on est en train de sortir puis qu'on a vécu, il y a une crise de confiance. J'ai beau avoir besoin d'un courtier, il y a quand même un élément de confiance que tu dois venir chercher chez moi, que tu dois instaurer. Et ça, c'est vraiment par la communication que tu vas l'avoir, puis par ton désir de faire une différence dans ma vie. Ça me fait penser au taux d'intérêt pour les courtiers hypothécaires que Google peut facilement te clencher. Oui. Hein? Tout à fait. Ou la commission du courtier immobilier que Google peut facilement te clencher également en amenant vers quelqu'un qui charge moins cher. Donc, c'est l'art de communiquer. Oui. C'est comment que tu peux amener plus de valeur que Google ne peut pas vraiment te répondre. Et voilà. Boum! Tu vois, je comprends vite. Oui. Parce que, tu sais, on se bat contre la vérité et on se bat aussi contre la vérité perçue. Tu as de la compétition. Dans n'importe quel domaine d'activité, il y a de la compétition. Tes compétiteurs vont dire la même chose que toi. Tu as beau dire que tu es le meilleur, que tu as tel procédé, tel processus, que tu as telle caractéristique de vente qui fait que tu es le courtier en ville. Sauf que les autres vont dire la même chose que toi. Que ça soit vrai ou non. Tu as la vérité, tu as la vérité perçue. Que ça te plaise ou non, comme entrepreneur, tu as à compétitionner contre ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère être en mode création que compétition. Tout ça propulsé, motivé, inspiré par mon why. Et c'est ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais. Je ne suis pas en compétition, je suis en mode création. Et c'est là que tu vas te démarquer, peu importe ton domaine d'activité. Bien sûr. Parfait, Raymond, pour finir, 2 autres questions et on finit ça. Si tu devais nous recommander un livre qui t'a beaucoup inspiré, que tu as beaucoup apprécié. Juste un? Ouais, OK, bon, vraiment plusieurs. On aime ça lire chez nous ici. Ouais. Ouais. Je dirais des livres, j'en ai une tonne. Là. Ma bibliothèque est pleine, même que je dois me construire une nouvelle bibliothèque. Ton top 3? Mon top 3, je dirais, en fait, c'est plus récent, The Infinite Game par Simon Sinek. Oui, qui est une bonne réflexion sur, dans le fond, on est dans une game, on est dans un match, si on veut, qui est infini. Il y a plein de règles qu'on ne peut pas changer, sauf qu'on peut choisir comment on joue. Puis quand tu as ce mindset-là d'infini, bien à ce moment-là, tu es beaucoup plus en mode de faire une différence. T'aimes bien Simon Sinek, hein? Oui, beaucoup. Je travaille beaucoup avec les entreprises, les corporations au niveau leadership. Puis David Marquet a été un gars qui m'a influencé beaucoup, qui est même chum, là, qui collabore avec Simon Sinek. David Marquet a été un commandant. Il est à la retraite maintenant dans la marine américaine et on lui avait donné le pire sous-marin de toute la flotte américaine. D'ailleurs, son livre s'intitule « Turn the ship around ». Virer le bateau, le paquebot, le navire de bord, là. Et il a amené le USS Santa Fe à devenir le premier sous-marin au classement de toute la flotte américaine par son style de leadership. On pense que motiver, c'est important dans des équipes. Toutefois, ce que David Marquet me fait réfléchir, c'est que l'environnement est beaucoup plus important que la motivation. Parce que l'environnement va permettre à tes employés de mieux créer et aussi de mieux collaborer.
Alors, l'environnement est beaucoup plus important. Et j'ai réalisé, je pensais que je m'y connaissais en leadership parce que j'étais dans des postes de leadership toute ma vie. Puis ça a été, comment dire, un aha moment, si on veut, pour moi. C'est que le leadership, c'est pas une expertise. C'est un apprentissage constant. Et ça a été David Marquette, Simon Sinek et mon auteur favori que j'ai eu la chance de serrer la main puis de discuter avec plusieurs fois dans ma vie. C'est un Canadien, Robin Sharma, qui est un auteur international qui a écrit le fameux livre « Pas besoin d'un titre pour être un leader », Le moine qui vendit sa Ferrari et plein d'autres. Le 5 AM Club vient aussi de Robin Sharma. Et j'ai tous ses livres, j'ai tous ses programmes. J'ai eu la chance de lui jaser une couple de fois dans des lancements de livres puis dans une convention. C'est un de mes mentors virtuels, si on veut. Excellent. Ben, vous avez assez de livres pour l'année. Ouais. Et aussi, si tu devais donner une citation que tu adores, qui te fait réfléchir, qui fait réfléchir n'importe qui, ça serait quoi? J'en ai beaucoup. Je vais tenter de la paraphraser. Elle est écrite en anglais sur un de mes murs. J'ai un mur dans mon appartement qui est tout peinturé en noir là, pour qu'on puisse écrire. Okay. C'est « As you live your days, so you craft your life ». Souvent, on néglige l'importance de chaque journée. Puis un de mes mantras, puis une de mes façons de vivre, c'est que chaque journée est un cadeau, même le lundi. Peu importe la journée. Puis on ne réalise pas que les jours se changent en semaines, les semaines se changent en mois, les mois en années. Puis là, on s'aperçoit que ça fait 5 ans que je voulais faire quelque chose, puis je ne l'ai pas fait encore. Alors, pour moi, demain, c'est juste une promesse. On ne sait jamais. Et chaque journée, pour moi, est un cadeau. Chaque journée est l'occasion de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et je vis personnellement chaque journée comme si c'était ma dernière. Juste au cas. C'est frappant. Et on va terminer ça avec un petit jeu. T'es prêt pour un petit jeu? Oui. All right. Allons-y. Good. Let's go. Born ready, right? Born ready. Yes. Donc, mon jeu est la suivante. Donc, je vais te dire un mot et tu vas soit me dire ça en phrase ou en mot. Okay. C'est quoi la première chose qui passe par la tête? All right? Si je te dis, par exemple, famille, tu peux dire l'amour, par exemple, ou l'art de vivre, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Pour toi, c'est quoi le leadership? Réduire l'écart. Réduire l'écart. Okay, entre où tu es présentement et où ton potentiel pourrait te permettre d'être. All right. J'étais curieux de savoir c'est quoi derrière réduire l'écart. All right. La compétition. Compétition, devenir meilleur. All right. Une vision. Potentiel, atteindre ton potentiel. La communication. Changer le monde. Coaching. Améliorer. Optimiser. Boom, all right. Ah, j'aime ça. C'est naturel. Excellent, guys. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Merci, Raymond, pour avoir été là avec nous presque plus qu'1 heure pour partager un peu ses connaissances pour que n'importe qui peut appliquer aujourd'hui. Guys, c'est bien d'écouter. Je sais que je suis un beau parleur. Mais le but, c'est de appliquer ce que vous apprenez. Écrivez, appliquez. Au moins une chose que vous apprenez aujourd'hui, vous allez être 1% ou même 10, 15, 20% meilleur demain. All right? Donc, c'est ça le but. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et au prochain podcast. Boom. Yeah.